Bonjour à tous, comme chaque semaine c'est Tambour Battant consacré à quelle vie en prison. Alors avec Marie-Christine Vénère qui est ici à côté de moi, nous recevons Olivier Millot. Bonsoir Olivier Millot. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence en géographie à la Sorbonne. Vous avez eu le prix Gabriel Tarde de criminologie parce que vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « Séparer et punir », publié par CNRS Éditions, une géographie des prisons françaises. Alors je vais vous dire, c'est un abord très original. Je crois avoir lu beaucoup de livres sur la prison, mais c'est la première fois que je lis un livre qui explique que la prison, c'est un espace qui punit par l'espace. Un espace qui punit par l'espace. Vous voulez bien me commenter ça? Oui, très volontiers. En fait, effectivement, je suis géographe. Et très souvent, en géographie, on insiste sur l'idée que c'est la discipline du vivre ensemble. En gros, comment on vit ensemble sur la même planète. Et je me suis rendu compte que la prison, c'était une peine géographique, c'est-à-dire où on vous punit par l'espace. On vous retire de votre espace de vie et on vous place dans un espace extrêmement particulier qui vous servira de lieu de punition, de lieu de réinsertion, de lieu de dissuasion, etc. Là, vous expliquez que en fait, la punition, c'est envisagé comme une séparation, et vous essayez de nous montrer comment les prisons usent de l'espace pour finalement punir, et que la politique, c'est de séparer. Alors, on va revenir sur cette question de la séparation. Avant, je voudrais donner quelques chiffres. Vous dites dans votre livre, il y a 70 000 détenus, je crois, pour 58 000 places aujourd'hui, donc une surpopulation carcérale, ce qui veut dire qu'un même espace reste très petit pour le nombre de détenus, le plus souvent. Ça, on en parle assez souvent, mais en fait, personne ne réfléchit au problème que pose, dites-vous, ou suffisamment en tout cas, au problème que pose le fait de disposer d'un si petit espace pour chaque détenu. Et c'est la raison pour laquelle vous expliquez que la prison est d'abord une peine géographique, puisqu'elle punit par l'espace. Et vous dites que notre imaginaire se focalise sur les gens dangereux, d'où l'incapacité que nous avons à envisager souvent des solutions alternatives à la prison. Mais de votre point de vue, est-ce qu'on pourrait gérer autrement l'espace de la prison ? Ah, c'est intéressant votre question, parce que, enfin, il y a même plusieurs questions derrière. Il y a effectivement la question du nombre de détenus par rapport à l'espace disponible, donc sur lequel réfléchit beaucoup l'administration au quotidien et les associations qui s'occupent de détenus, sur comment essayer autant que possible de préserver une intimité et de faire fonctionner cette collectivité sur un espace très réduit pour les établissements qui connaissent une surpopulation très forte. En même temps, il y a aussi un effet d'alimentation des prisons, si l'on peut dire, c'est-à-dire du flux de personnes que l'on incarcère. Et là-dessus, c'est vrai que vous allez avoir des magistrats qui vont vous dire, écoutez, cette personne qu'on me présente n'a pas de logement, n'a pas de métier, n'a pas vraiment de famille, donc je préfère l'incarcérer plutôt que d'envisager une autre peine où elle risque de disparaître dans la nature. Donc c'est vrai qu'il y a un aspect assez commode, en fait, ce recours spatial à la prison. En même temps, c'est tout à fait possible d'imaginer d'autres façons de gérer cette population pénale. Vous voyez, par exemple, quand on utilise l'amende, ça n'a rien de géographique, hein. On paye et puis c'est fini, si l'on peut dire. D'autre part, vous avez ce que l'on appelle les placements extérieurs. Ce sont des associations, par exemple, qui vont prendre en charge des personnes condamnées. Et très souvent, on dit, oui, mais ces associations sont peu nombreuses. Il faut dire, elles sont sous-subventionnées. Et on préfère mettre l'argent dans la construction de places. Donc c'est en fait un choix, hein, un choix de société là-dessus. Christine Vénère. Oui, moi je voudrais revenir au titre de votre livre, parce qu'Antoine, vous avez posé la question de la surpopulation carcérale, et il y a dans ce livre des développements sur la punition que représente d'être entassé dans une prison, d'être mis à plusieurs dans des cellules. Mais ça, dans l'imaginaire collectif, on le sait à peu près, parce qu'il y a des reportages, etc. Mais le second aspect, c'est celui de la séparation de la prison, de l'espace collectif, c'est-à-dire de son éloignement des villes ou des villages,
Et ça, pour moi, ça a été une surprise totale, peut-être parce que je vis en ville, parce que la prison de la Santé, elle est dans la ville, et que je n'avais pas du tout perçu ce que ça pouvait représenter pour un détenu, même s'il est enfermé à l'intérieur et que de toute façon, il ne peut pas sortir, d'être dans un espace qui est loin de la ville, alors que ça n'a aucun effet matériel, mais ça a un effet symbolique. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Ah ben, ça, c'est oui, sur l'effet symbolique. C'est vrai qu'auparavant, on avait des vieilles prisons attenantes aux tribunaux. Et je me souviens très bien, j'habitais Montpellier à l'époque, et quand on passait dans la rue qui menait au centre-ville, on avait à l'arrière du tribunal, on voyait les barreaux et on voyait des gens derrière les barreaux, on voyait les mains tenues aux barreaux. Et donc de fait, il y avait dans la ville un rappel que, effectivement, c'est une peine qui existe toujours, qui concerne à peu près un Français sur 1000. Donc effectivement, symboliquement, le fait de choisir des terrains, alors qu'ils sont pas, c'est pas le Bagne, hein, c'est pas à des milliers de kilomètres, c'est d'ailleurs plus proche que ce que j'avais imaginé géographiquement, c'est-à-dire très souvent ce sont des terrains dans le périurbain, donc dans les périphéries de villes. Et effectivement, alors même qu'on pourrait avoir une première attitude en se disant bon, finalement c'est pas si loin, quand on enquête auprès des familles ou auprès des détenus, il y a des effets très concrets, soit de difficulté pour venir visiter au parloir, par exemple pour les familles, soit de nombre de bénévoles ou d'intervenants extérieurs qui disent « Ah, cette prison, c'est trop loin, on n'y va pas », soit pour les détenus aussi. Je me souviens d'un détenu interrogé qui avait été incarcéré à la Santé et qui disait qu'à la Santé, il passait beaucoup de temps aux fenêtres parce qu'il avait une vue sur le boulevard Arago et qu'il se mettait là à fumer et juste à voir la vie, voir les gens et donc garder un lien qui a l'air ténu, mais qui est en fait très fort et symboliquement très fort de la vie continue. Et il y avait même, il racontait des personnes qui interpellaient les détenus et donc des formes d'échange qui se maintenaient. Alors je sais bien que vous avez parlé de sanctions un peu différentes tout à l'heure. On y reviendra avec Rosenzweig qui finira l'émission. Mais vous nous dites quand même que la France est un des pays qui incarcère le plus. Derrière la Russie, derrière la Turquie, derrière le Royaume-Uni, ce que je ne savais pas, et que c'est là où il y a les peines les plus lourdes et là où on a la justice la plus sévère. Au moins qu'on puisse dire, c'est que nos concitoyens n'en ont peut-être pas conscience. Et vous dites aussi que, en fait, on pourrait utiliser de la libération conditionnelle et que ça marche pas très bien, le problème de la libération conditionnelle, c'est pas souvent pratiqué, et qu'au fond, il y a une espèce d'amalgame qui se fait entre les criminels et les délinquants, ce qui fait et les prévenus, ce qui fait qu'on a un taux record d'enfermement, et que vous citez la prison de la Meuse, de Saint-Mihiel, où il y aurait des taux absolument énormes au fond de saturation dans la prison. Et vous dites que d'autres pays raisonnent sur le terme coût-avantage. Et j'ai été intéressé par ça parce que ça signifie que dans certains pays, sur la base du coût-avantage, on abandonne cette question d'enfermement. Comment ça se fait que la France... on l'abandonne, disons, on diminue la part d'enfermement. Comment ça se fait qu'on ne fait pas ce raisonnement économique en France ? Ah oui, mais alors effectivement, on peut quand même se réjouir de ne pas être dans le cas de la Russie, ou a fortiori des États-Unis qui surincarcèrent. Et c'est vrai qu'on est au-dessus de l'Allemagne. Mais vous dites que même les États-Unis, je vous ai lu, vous dites que même les États-Unis réduisent leur taux d'incarcération et que nous, on est incapable de le réduire. Oui. Les États-Unis, c'est vrai que la crise de 2008 a été une prise de conscience très brutale pour les États-Unis du coût financier que vous évoquiez pour l'incarcération. En fait, l'idée du coût-avantage, c'est de se dire combien coûte la construction de prisons et le fonctionnement. Il y a tout un fonctionnement qui a un coût qui est assez vertigineux. Effectivement, vous aviez eu un rapport de la Cour des comptes en 2011, 7000 places
la Cour des comptes disait que ça va nous coûter 16 milliards d'euros. Donc on est à 2 millions d'euros pour une place, enfin un chiffre exorbitant, alors que d'habitude, quand on nous parle du coût d'une prison, on nous parle juste du coût du chantier. La Cour des comptes a dit attention, attention, on incarcère aussi des gens derrière, on doit payer en plus des loyers aux constructeurs. Et donc, votre question, comment ça se fait que d'autres pays, eux, se sont dit combien ça coûte d'incarcérer les gens et quel avantage on en retire? C'est vrai qu'on a une difficulté en France qui est dans cette difficulté, j'allais dire géographique, de mettre dans le même lieu des gens qui ont des profils extrêmement différents. Il y a des raisons tout à fait juridiques. Par exemple, on a changé, il me semble que c'était en 1994, un texte de loi disant que si votre discernement est altéré, vous allez malgré tout en prison et pas en soins psychiatriques. Donc, c'est compliqué de voir la distinction entre aboli et altéré, mais voilà, les tribunaux y arrivent et vont dire « Ah ben non, au moment de l'acte, le discernement a été altéré, donc vous allez relever de la prison. » Et de fait, on a un gonflement de la population carcérale qui a atteinte de troubles psychiatriques. Et d'autre part, on a aussi un effet en France de réflexion de la sévérité par la prison. On veut lutter contre les délits routiers, ce qui est encore une fois tout à fait légitime. C'est quoi, un Bataclan par semaine, il me semble, les morts sur les routes de France. Donc je comprends tout à fait cette justification. Lutter contre les délits sexuels, c'est tout à fait légitime, encore une fois. Vous voyez, je ne suis pas dans une attitude de bazardons les prisons, pas du tout. Mais de fait, on se dit, pour marquer le coup, c'est important de recourir à la prison. Outrage à agents de force de l'ordre, là encore, c'est grave de se faire insulter dans l'exercice de son métier. Et donc, de fait, nous, on a en France un recours à la prison où l'idée, c'est la prison et le symbole de la sévérité, là où d'autres pays ont dit non, ce que l'on veut, c'est des peines efficaces. Alors, je vais donner les chiffres. Je vais donner les chiffres que vous donnez, c'est absolument sidérant. 100 € pour une journée de détention, 50 € pour une journée de semi-liberté, 31 € pour une journée de placement extérieur, c'est-à-dire si on est placé quelque part et contraint à un placement, et 10 € si on est sous surveillance électronique. C'est curieux que dans cette société qui est tellement mue par la question des économies, disons, ces chiffres n'aient pas fait réfléchir nos autorités. Je veux dire que quand j'ai lu ça, je me suis dit, et pourtant, et vous le dites, le nombre de détenus a augmenté de 80% depuis 1980. Mais on peut avoir une explication de ces chiffres, parce que moi aussi j'étais surprise. Parce que le chiffre, c'est un rapport officiel, en fait. Oui, mais ça comprend quoi? Parce qu'il y a toute une chaîne. Il y a les plaintes des victimes, si elles augmentent, il faut les traiter, ça coûte de l'argent. La surveillance, bon, c'est inclus, d'accord. Mais il y a des dégâts collatéraux, enfin... Moi, je n'ai pas lu ce rapport. Comment se fait-il que la prison coûte si cher, c'est ça? Non, comment on arrive aux chiffres que vous mentionnez, qu'Antoine Spire a rappelé. Vous voulez dire le calcul économique du... Oui. Excusez-moi, vous n'avez pas compris. C'est très simple. En fait, c'est que vous allez prendre combien coûte... prenez quelqu'un, je ne sais pas, qui est sous bracelet, combien coûte le bracelet lui-même, plus les gens, vous savez, il y a quand même des gens qui viennent installer le bracelet, qui suivent, enfin ça coûte sur le long de la durée de la peine, bien évidemment, et parallèlement, on va faire le même coût pour une prison, où c'est la construction de la prison, et puis payer les gens qui travaillent dans la prison. Mais quelque part, c'est logique. D'un côté, en prison, vous devez nourrir les gens, vous devez construire des murs, les filets anti-hélicoptères, c'est extrêmement cher, payer du personnel. Vous savez, très concrètement, pour mener les détenus aux douches, s'il n'y a pas de douche en cellule, c'est des gens, c'est des salaires, c'est des surveillants. Donc c'est normal que le coût soit bien plus supérieur, vous voyez, au coût Monsieur Millot, d'un bracelet. Vous parlez donc de populisme pénal. Et moi, je dois vous dire qu'en lisant... Si, vous citez, vous dites populisme pénal. Oui, j'ai bien lu. Et je me suis dit, un populisme pénal. Alors, au fond, Madame Le Pen, qui voulait construire 40 000 places de plus en prison... Ou Emmanuel Macron, 15 000 places. Emmanuel Macron, 15 000 places. Monsieur Fillon, 16 000 places. Ces gens-là, ils n'ont pas fait de calcul financier, c'est pas possible.
Oui, c'est très étonnant. Oui. Non, mais ils prennent en compte une demande sociale. C'est ça, c'est très intéressant. Oui, c'est ça que demande je voulais sociale. dire. Si, excusez-moi, j'avais pas compris votre question. Il y a bien sûr une demande sociale de sévérité de la justice. J'intégrais les plaintes qui sont envoyées par des gens qui doivent être traitées par toute la bureaucratie parce qu'on a libéré un tel ou un tel. Le mécontentement, tout ça, ça a un coût. Ah bien sûr, oui, c'est le budget de donc la justice. Les 21 €, c'est pas... Alors attendez, oui, effectivement, quand on compare le coût d'une peine, enfin, ou le coût de la prison, c'est juste le fonctionnement de la prison, c'est pas le salaire des magistrats. Voilà. Ah oui, ça mais bien évidemment. Mais ce que je veux dire, malgré tout, nourrir, loger, soigner, tenir quelqu'un entre des murs 24 heures sur 24 coûtera forcément plus cher. Et d'où l'effet populisme pénal, c'est effectivement... surprenant en termes de calcul économique, mais on est, oui, dans une société beaucoup plus sévère qu'avant. Et juste pour vous donner une anecdote, j'avais rencontré un professeur de droit qui me disait, vous savez, dans les années 80, je racontais aux étudiants, je préfère 100 coupables dehors qu'un innocent en prison. Quand je dis cela devant les étudiants en 2017, tous me disent dans l'amphi, ben non, on préfère naturellement des innocents en prison que des coupables dehors. Donc si vous voulez, la société a une demande de ça, bien évidemment. Ce qui est curieux, c'est le traitement que l'on va faire de cette demande. De dire, bah, écoutez, consacrons 16 milliards d'euros pour 7 000 places. Est-ce qu'on ne pourrait pas changer cette atmosphère sociale? Je dois dire que quand on lit votre livre, on se dit qu'il faudrait que tout le monde le lise pour comprendre qu'il faut changer vraiment la manière dont on voit la prison. Parce qu'au fond, votre abord de géographe fait que vous pointez une contradiction essentielle. La prison enferme pour réintégrer. Je trouve que c'est le paradoxe le plus extraordinaire que vous soulevez en tant que géographe. C'est qu'on enferme dans un espace pour finalement avoir l'objectif, théoriquement, de réintégrer à l'extérieur de l'espace. Et donc, pour vous, géographe, je comprends que cette contradiction est finalement centrale. Non, mais c'est vrai que c'est fascinant, en fait, tout ce qu'on demande à cet espace. C'est-à-dire, bon, on demande de dissuader, pour rejoindre aussi une dimension de votre question, ça, bien évidemment, on demande de punir, bien évidemment. On demande aussi de réinsérer, mais on va demander de rééduquer, en disant, ces gens, faisons intervenir l'école en prison, on va en parler tout à l'heure dans l'émission. On va demander à la prison de soigner, maintenant on demande à la prison de déradicaliser. Moi, j'attends le moment où on va demander aussi à la prison de régler la faim dans le monde et le conflit israélo-palestinien. Enfin, c'est-à-dire, sur cet espace, on surajoute quantité de demandes. Et le paradoxe, effectivement, c'est qu'on va choisir un espace coupé du reste pour quantité de raisons tout à fait pragmatiques. Et on va demander à des institutions qui, du reste, sont en crise à l'extérieur, l'école, le monde du travail, la famille, d'essayer de compenser comme elle peut en cassant malgré tout les liens familiaux et en créant en plus un dispositif spatial assez étonnant qui consiste à enfermer des gens en cellules et où vous leur dites « Ah bon, mais vous allez à l'école ?» « Oui, l'école c'est 2 heures, la promenade c'est 1 heure. » Ah d'accord, donc en fait pourquoi vous allez à l'école? Parce que je suis plus longtemps hors de cellule. Et moi, j'arrivais avec mes idées, voilà, l'école, en prison, ça sert à la réinsertion. Oui, mais tout le dispositif spatial de la prison pervertit complètement le fonctionnement qu'il pourrait y avoir derrière. Vous vous rappelez que les révolutionnaires qui avaient inventé la prison pénale, je pense évidemment à Louis-Michel Lepelletier, à Safargeau, en fait, ils pensaient que l'isolement permettait la réflexion. Et au fond, le retour sur soi critique. Et finalement, ça s'est transformé, puisque finalement, ce n'est pas du tout l'isolement, premièrement, à cause de la surpopulation. Deuxièmement, parce qu'effectivement, la contrainte spatiale est telle qu'il n'y a pas de possibilité de circuler, ni même d'ailleurs d'avoir du temps pour réfléchir, et qu'au fond, la situation plaide contre la réinsertion. La situation du détenu plaide contre la réinsertion. Et c'est ça que je voudrais essayer de pointer, parce que c'est ça que j'ai trouvé le plus intéressant. La prison dit qu'elle doit réinsérer, mais finalement, la réinsertion ne se prépare pas. Pas seulement parce qu'on n'a pas de métier, parce qu'il n'y a pas de travail, etc. On connaît tout ça. Mais il n'y a pas de réinsertion parce que, au fond, l'espace est contraint et qu'on n'est plus du tout habitué au dehors. J'ai été très frappé dans le livre de la dame qui va vous succéder tout à l'heure, qui s'appelle Sylvie Paré, qui a écrit un livre avec Cécile de Rame, L'école en prison, par le fait qu'un certain nombre de détenus disent, au fond, à l'extérieur, tout d'un coup, on a le vent
on a quelque chose d'extraordinaire, l'atmosphère. Et quand un enseignant entre, je ne sais pas si vous avez lu ça, quand un enseignant entre, c'est comme si tout l'extérieur entrait. C'est comme si tout l'air entrait. Donc, au fond, l'espace extérieur manque énormément en prison. Ah oui, tout à fait. Alors, c'est vrai, effectivement, les révolutionnaires avaient peut-être l'idée de la cellule monacale, où le moine, seul face à Dieu, peut méditer et faire son salut. Alors, effectivement, le contexte de surpopulation, c'est compliqué. Et d'autre part, on est dans un contexte aussi où le détenu trouve forcément la peine exorbitante par rapport à ce à quoi il a été condamné. C'est-à-dire, très concrètement, on vous prive de liberté, ça c'est le tribunal, l'administration pénitentiaire ne fait que mettre à exécution les décisions de justice, elle n'en est pas responsable. Et le détenu va vous dire, mais moi je ne suis pas condamné à avoir des douches froides. Oui, mais c'est juste que spatialement, ça coûte cher en fait une prison, et vous êtes tombé dans un établissement où voilà, l'eau est froide. Mais je ne suis pas condamné à ne pas pouvoir manger ce que je veux. Oui, mais si vous voulez, c'est spatialement, comme on vous retire de l'espace extérieur, il y a plein de privations induites. Mais je ne suis pas condamné à ne pas pouvoir téléphoner quand je veux à ma famille. Si, spatialement, pour des raisons organisationnelles, dans la mesure où ce n'est pas du bracelet, justement, où on peut manger ce qu'on veut, voire téléphoner quand on veut à sa famille, ou, comme vous le disiez, l'aspect, le monde extérieur, un détenu qui me dit, je lui demandais, mais qu'est-ce que vous ferez quand vous sortirez? Je m'assoirai dans l'herbe. C'est-à-dire des choses incroyables, d'une banalité inouïe, mais forcément, on crée un lieu qui n'a rien à voir avec l'extérieur, un lieu non mixte. Donc vous voyez, c'est-à-dire en gros, la façon de s'adresser à une femme, de s'adresser de manière normale à une femme, les détenus vous disent, mais attendez, moi des femmes, j'en ai quasiment pas vu, il y a peu de surveillantes dans les prisons pour hommes. J'en ai quasiment pas vu. Il y en a quand même quelques-unes, et puis il y a les enseignantes. Bien sûr. Parce que là encore, dans le livre de Sylvie Paré et Cécile de Rame, ça apparaît très fortement, ça. Les femmes qui viennent enseigner, avec tous les problèmes que ça pose, bien sûr les surveillantes. C'est très important pour la réinsertion. Et puis les femmes du service social. C'est un aspect très important pour la réinsertion. Comme ça, en sortant, ils sauront s'adresser normalement à une femme sans se dire, oh là là, c'est une femme, comment je lui adresse la parole. Donc vous voyez, c'est vraiment l'effet de séparation entraîne quantité d'implications sociales, si vous voulez, qui n'annihilent pas complètement la réinsertion peut-être. Au niveau des aspects positifs, entre guillemets, de la prison, il y a le soin, l'accès à la santé. Vous avez des populations extrêmement désaffiliées qui sont incarcérées, et qui parfois en prison, mais rencontrent un médecin pour la première fois depuis des années. Après, je reconnais que de fait, pour faire tenir la détention, on en bourre pas mal avec des psychotropes. Et donc, de fait, on peut dire, oui, mais dans quelle mesure ça détériore la santé? Bon, là encore, l'aspect coût-avantage est compliqué, mais non, si vous voulez, il n'y a pas zéro réinsertion non plus, bien évidemment. Et aussi une précision, cette dimension spatiale de la peine qui pervertit le fonctionnement et qui donc contraint énormément les possibilités de réinsertion, là encore, quelque part, j'allais dire, l'administration pénitentiaire n'y est pour rien. C'est-à-dire, on lui offre une peine qui entraîne inévitablement des viols répétés de l'intimité, des privations de mixité, un fonctionnement spatial, vous voyez, qui rajoute quantité de privations par rapport à celles prononcées. Olivier Millot, je vais vous répéter la question que je vous ai posée en commençant, parce qu'à la fin de votre livre, je me suis dit... puisque vous évoquez l'architecte de la prison, donc les gens qui pensent l'espace de la prison, et c'est une architecture séparatrice, dites-vous, qu'est-ce que Olivier Millot voudrait s'il était architecte pour construire une prison? Il voudrait que ce soit comment? Est-ce que vous êtes... J'ai cru comprendre que vous n'étiez pas pour la suppression des prisons. Ah oui, non, pas du tout. En conséquence, vous voudriez que la prison ne sépare pas. Qu'est-ce que c'est qu'une architecture qui ne sépare pas? Je me suis posé tout le temps la question, et à la fin de votre livre, j'étais pas capable de répondre. Alors vous allez me répondre. Bien sûr, oui. En fait, on peut raisonner sur le temps et sur l'espace. En gros, effectivement, moi je ne suis pas abolitionniste, mais c'est vrai que j'ai tendance à être réductionniste, c'est-à-dire plus 80% de détenus tous les gens sérieux le sont. C'est quand même. Oui, mais c'est-à-dire ça peut avoir un très fort impact, encore une fois, par rapport à la surpopulation, c'est-à-dire, encore une fois, la réinsertion serait 1000 fois plus simple. Bon, mais l'architecte, qu'est-ce qu'il devrait faire? Du point de vue spatial, il n'y a pas que l'architecte, c'est-à-dire dans le dispositif spatial, vous pouvez avoir des choses, par exemple, qui relèvent de au niveau du lien entre le dedans et le dehors. Il y a beaucoup de liens qui sont fonctionnels.
Je vais vous donner juste un exemple très concret. Prenez le téléphone. Vous voyez, on peut ne rien changer hein, au dispositif carcéral, architectural plutôt, excusez-moi. On peut ne rien changer, mais envisager très différemment les possibilités de communication entre l'intérieur et l'extérieur. Au Canada, il y a Skype. En Espagne, le téléphone est quasiment illimité. Donc vous voyez, là on ne touche pas à l'architecture. Et d'autre part, au niveau de l'architecture, c'est vrai qu'on a fabriqué un lieu générique en disant, comme tout le monde passe par la maison d'arrêt, on va considérer tout le monde comme une personne ultra dangereuse. Et je me souviens avoir interrogé un maire de commune, qui était là pour fausse facture en gros, et qui m'a dit, mais quand je suis rentré et que j'ai vu tous ces barbelés, ces miradors et tout, je me suis dit, ah ouais, en fait, je dois être quelqu'un de vraiment dangereux. Mais à l'inverse, vous voyez, à l'inverse, c'est dommage parce que là, vous n'avez pas pu le faire. Moi, j'ai regardé votre thèse en ligne et il y a des photos de prisons contemporaines, oui, oui. puisqu'il y a eu des appels à candidature avec des architectes très connus qui ont candidaté et qui ont fait des projets qui se sont réalisés, qui sont magnifiques. Et là, il y a un effet quand même. Il y a un effet de... Un effet de l'architecture, vous voulez dire sur l'intérieur ou sur Non, sur le comportement. Ça, c'est une question extrêmement intéressante encore, tout simplement parce que quand on interroge les détenus et les surveillants, ils se plaignent des prisons contemporaines qui sont alors avec une technologie incroyable, mais qui sont très déshumanisantes, tout simplement puisqu'il n'y a plus... qui sont alors, en fait, on sent moins venir les mutineries, c'est le paradoxe. C'est-à-dire, en gros, vous allez avoir un surveillant qui est derrière une vitre sans teint, et vous arrivez devant une grille, vous appuyez sur une sonnette, et à distance et via une caméra, le surveillant dit, ok, c'est un tel, j'appuie sur un bouton, la porte s'ouvre. Alors que dans les vieilles prisons, où les rats courent partout, hein, je suis d'accord, vous allez avoir, à la moindre grille, un surveillant qui vient, bonjour, qui ouvre la grille, puis se dit, tiens, le détenu ne m'a pas dit bonjour, d'habitude il dit bonjour. Donc tout de suite, l'information circule parmi les surveillants, ce détenu, attention, ça ne va pas forcément bien. Et donc vous avez dans les vieilles prisons, du côté des surveillants, un ressenti très fort de quelle est l'atmosphère et où on peut pressentir quand ça dégénère. Et dans les nouvelles prisons, qui pourtant, hein, sur le papier, en photo, effectivement, sont magnifiques en termes de couleurs, etc., un effet déshumanisant dans le fonctionnement. Avec, encore une fois, la séparation. Vous dites, en fait, il y a un problème quand même avec les sas, aussi bien dans les anciennes prisons qu'avec les nouvelles. Et le fait qu'on ait tout le temps la possibilité de traverser un sas, que c'est compliqué, que l'espace est contraint, etc., pose un problème. Mais vous voyez une architecture sans sas pour les prisons ? Mais il y a des sas partout, hein. Même chez moi, j'ai des sas, hein, j'ai une porte entre ma chambre et le salon. Comme vous déplorez l'existence de sas successifs, est-ce que vous pensez qu'on pourrait en avoir si peu ? Ah, oui, excusez-moi, je n'avais pas compris. Juste vous donner une réponse très simple. C'est vrai que quand je suis chez moi et que je veux passer de la chambre au salon, je n'ai pas à attendre et à demander l'autorisation pour le faire. Ouais. Mais de fait, on est dans un système qui déresponsabilise complètement. Et vous allez avoir, alors c'est pour les très longues peines, hein, je sais bien, c'est une minorité, des gens qui sortent de prison, et puis quand une porte est fermée, ils attendent qu'on vienne leur ouvrir. Donc attendez, c'est pas mener une vie responsable que d'avoir des sas qui dépendent d'autres personnes. Alors qu'à l'inverse, vous allez avoir dans les centres de détention, donc des gens qui ont des peines de plus de 2 ans, plus d'1 an, plus de 2 ans dans les faits, des gens qui, durant la journée, ont accès à tout un quartier, leur quartier de détention, et qui disent, là j'ai besoin d'un moment de calme, je m'enferme dans ma cellule, ou à l'inverse, non, là j'ai vraiment besoin de voir du monde, je décide d'ouvrir. Donc vous voyez, c'est pas de faire disparaître les portes, hein, et c'est plus au niveau du fonctionnement de l'architecture, vous voyez, que du dessin architectural lui-même. Je pense qu'il faut travailler. Merci Olivier Millot. Alors je rappelle que votre livre s'appelle « Séparer et punir, une géographie des prisons françaises » et il est publié par CNRS Éditions. Quelle vie en prison, deuxième partie, sur le grill. Sylvie Paré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignante en milieu carcéral, enfin vous dirigez l'enseignement en milieu carcéral à la prison de Nanterre depuis 15 ans. Oui, 15 ans. Vous avez été institutrice pendant 18 ans. Et on peut dire que vous enseignez à des adultes
mais aussi à des enfants, enfin à des jeunes qui sont en prison, on viendra à ça tout à l'heure, qui éventuellement à partir de 13 ans peuvent être en prison. Ouais. Et vous venez de publier un livre qui s'appelle « L'école en prison », Sylvie Paré, une porte de sortie aux éditions du Rocher. Vous avez écrit ce livre avec Cécile Derame. En face de vous, Pierre-Victor Tournier. Bonsoir. Bonsoir. Alors Pierre-Victor Tournier, je peux dire de vous que vous êtes un grand spécialiste de la prison, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes spécialiste de démographie pénale et vous êtes fondateur de la revue Champ et aussi bien sûr de cette revue qui s'appelle Pénombre et qui a été un travail très très minutieux qui permet de suivre ce qui se passe dans le champ de la prison. Je vais commencer avec vous, Sylvie Paré, parce que c'est la première fois, me semble-t-il, qu'on a un tel témoignage, c'est-à-dire sur 15 ans, une réflexion sur les élèves que vous avez rencontrés et au fond sur les conditions dans lesquelles un certain nombre de jeunes et d'adultes, alors vous dites qu'ils sont en échec scolaire, vous dites qu'ils sont instables, vous dites que quelquefois il y a la consommation de toxiques, vous dites que en fait il y a un problème de motivation, tout le monde n'a pas des motivations suffisantes, un certain nombre d'entre eux sont fatigués, il y a des problèmes qui sont bien sûr liés à l'incarcération et il y a l'écart d'âge entre les détenus auxquels vous enseignez. Et quand vous avez cité tout ça, vous dites « Ah ouais, ça marche quand même ». Et avec une dizaine de personnes, quelquefois dans le cours, dans l'école, on improvise et vous nous racontez des séquences où on a l'impression qu'à la fois vous improvisez, quand il y a l'inspecteur par exemple, il y a d'abord une personne qui vient, l'inspecteur qui vient inspecter l'enseignante que vous êtes. Voilà, il y a un élève qui vient, et puis ensuite un deuxième qui vient 10 minutes après, parce que les surveillants ont mis pas mal de temps à ouvrir les portes, et que le problème c'est que en fait, c'est eux qui ne respectent pas l'horaire des cours et qui font que, quelquefois, les élèves sont en retard. Et vous, vous dites que c'est essentiel pour nos enseignants d'arriver exactement à l'heure. Bah oui, nous, on est valeur d'exemple pour tout, hein, de toute façon. Donc, y compris notre horaire qui est très strict. En tout cas, je demande vraiment à tous les professeurs d'être là 10 minutes avant le début des cours. Et effectivement, c'est vraiment le nerf de la guerre d'avoir nos élèves à l'heure. Parce que, bon, on a parlé de la surpopulation carcérale qui est un fait. Donc, effectivement, les surveillants sont débordés, ils ont énormément de choses à faire. Les douches, les parloirs, etc., etc. Et j'ai un petit peu peur que l'école ne leur paraisse pas une priorité, sauf en ce moment, pour les examens, là, quand même, on a tellement insisté, la direction nous a suivis, ce qui fait qu'on a nos élèves à l'heure. Mais sinon, on n'est pas forcément une priorité pour les surveillants, pour ouvrir les portes de classe. Donc, les venues de nos détenus dans nos classes s'échelonnent sur l'heure de cours. Alors Pierre-Victor Tournier, en face de cette expérience, j'aimerais que vous nous fassiez profiter de votre connaissance de la prison. Parce que vous dites dans beaucoup de vos livres qu'il y a une trop longue incarcération, et pourtant vous avez écrit un livre qui s'appelle « La prison, une nécessité pour la République ». C'était chez Buchet-Chastel. Et puis ensuite, il y a eu ce livre « Naissance de la contrainte pénale ». On va revenir sur cette question de la contrainte pénale. C'est chez L'Harmattan. Et moi, ce qui me frappe, si vous voulez, dans ce que vous écrivez, c'est qu'il y a à la fois une critique de la prison, mais vous dites que la contrainte pénale pourrait être l'introduction à un substitut. Et finalement, quand on lit ce qui concerne l'école, on se dit peut-être qu'il y a là l'amorce de quelque chose qui serait un substitut pour les prisonniers. Oui, votre façon d'aborder le sujet est très large et tout à fait intéressante. J'aurais déjà envie de dire que la question de l'enseignement en prison est une question essentielle, surtout si on prend le mot enseignement dans un sens large. Parce que ça peut être effectivement enseigner du français, des mathématiques, mais c'est aussi se former à la citoyenneté, c'est aussi se former à vivre dans une société où on essaie de se respecter, même si on ne se ressemble pas, etc. Et que, en vous écoutant, je pensais à quelque chose qu'on ne cite pas suffisamment, et que, parce que ça gêne certains. Pendant des années, j'ai fait des travaux sur la récidive, parce que je suis démographe de formation, et j'ai essayé d'évaluer ce risque de récidive, un terme très, très vague. Moi, je préfère parler de retour en prison, parce que pour vous, pour nous, c'est plus clair. Quel est le risque de revenir en prison quand on en vient ? Et pour moi, je vais peut-être choquer les uns les autres, ça me paraît vraiment miraculeux que ce risque global, qu'il faudrait analyser selon les différentes catégories, il est de l'ordre de 40 à 45%. Et s'il est si faible,
alors, à la fois si important et si faible, parce que quand on entend les uns et les autres, on a tendance à dire mais c'est 60%, c'est 70%, etc. Non, c'est 40-45%. Et ce miracle, qui en est un, bien sûr, il faudrait qu'il soit plus faible, c'est grâce aux personnes qui interviennent, c'est grâce aux enseignants, c'est grâce aux juges d'application des peines, c'est grâce aux citoyens du GNEPI, etc., qui interviennent dans les prisons. Parce que alors, si cela... c'est le GNEPI. GNEPI, c'est une association qui est constituée d'étudiants et qui interviennent en prison pour faire de l'enseignement et surtout des activités culturelles. Pourquoi vous dites de moins en moins? Parce que, par exemple, cette année, ça n'a pas marché. J'ai connu vraiment des années GNEPI. C'est une association en crise, hein. J'aurais beaucoup à dire sur le sujet. Mais ce que je veux dire, si vous voulez, c'est que environ 6 détenus sur 10, globalement, ne vont pas revenir en détention. Donc j'ai bien vu votre réaction. 40-45%, c'est considérable. Mais effectivement, on pourrait imaginer... s'il n'y avait pas cette activité des professionnels, parce que je pense aussi aux surveillants et aux conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, effectivement, s'il n'y avait pas cet engagement des uns et des autres, eh bien, ce serait encore pire. Mais je suis évidemment d'accord avec vous et avec la plupart des observateurs pour considérer qu'un taux de récidive, même de un taux de retour en prison, pardon, de 40 à 45%, c'est évidemment excessif et c'est inacceptable en soi. D'où l'idée de développer d'autres façons de réagir aux délits, voire aux crimes. Et c'est pour ça qu'il y a à peu près une dizaine d'années que j'étais amené à effectivement proposer, et ça a été repris assez rapidement par d'autres, la contrainte pénale. Le principe de la contrainte pénale. Alors expliquez-nous ce que c'est de façon claire. On a oublié la notion de substitut à l'enfermement. Ce qui est difficile dans la contrainte pénale, c'est, pour l'expliquer rapidement, mais on peut le faire, c'est distinguer le projet qui s'est développé au cours des 10 dernières années, et puis de ce qui a été voté en 2014. Hein, c'est la loi du 15 août 2014. Donc ce qui a été proposé, c'était une idée simple. Comment est-ce qu'on peut admettre que la prison soit présentée dans tous les textes français et internationaux comme une mesure ou une sanction de dernier recours? Oui. Bon, pour moi, ayant été formé aux mathématiques, le dernier recours, ça a un rapport quand même avec la minorité. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, dans la majorité ou la grande majorité des cas, on devrait pouvoir éviter la prison. Donc, on affirme dans les textes du Conseil de l'Europe, comme dans la loi française, que c'est une sanction, une mesure de dernier recours. Et quand vous regardez, pour être précis, en matière correctionnelle, c'est-à-dire pour les délits uniquement, quand quelqu'un est condamné pour un délit en France, dans plus de 50% des cas, il est condamné à une peine d'emprisonnement. Bon. Donc déjà, première surprise. Quand vous regardez d'un peu plus près, vous vous rendez compte que parmi ces peines d'emprisonnement, sans plus de précision, 2 tiers d'entre elles sont accompagnées d'un sursis total. C'est-à-dire qu'on annonce une peine d'emprisonnement et en réalité, elle ne va pas être appliquée, a priori. Sauf que, troisième élément qui commence à compliquer les choses, eh bien, le sursis révoqué, la révocation du sursis, ça existe, en particulier pour des mineurs ou pour des jeunes condamnés qui vont être comme ça, condamnés à un certain nombre de sursis qui ne paraissent pas évidents pour eux en termes de concret. Et puis petit à petit, eh bien, ils vont se retrouver à être incarcérés pour une peine qui est loin d'être négligeable. Donc, si vous voulez, la contrainte pénale, à l'origine, a pour vocation de répondre à cette absurdité. Hein. Mesure ou sanction de dernier recours qui s'avère être la plus fréquente, sans l'être, à cause du sursis, tout en l'étant. Eh bien, le logicien que j'essaie de l'être dit, mais comment peut-on admettre un système aussi absurde? D'où l'idée de cette contrainte pénale, qui est de dire, eh bien, en matière correctionnelle, il faut chasser, entre guillemets, la prison dans son statut de sanction de référence. Donc, pour la chasser, il ne faut pas la mettre de côté, il faut en créer une autre qui va prendre sa place et que j'étais amené à parler de contrainte pénale, qui regrouperait toutes les alternatives. Alors pourtant, tout le monde a toujours entendu parler des travaux d'intérêt général, qui sont donc une peine différente de substitution. Mais vous dites dans votre livre qu'au fond, ces travaux d'intérêt général, ça a tendance à disparaître. C'est-à-dire que les juges ne les utilisent plus beaucoup. Hein, c'est ce que vous dites. Si, vous dites moi, que ça les utilise moins. Oui, si vous voulez, c'est en stagnation. C'est-à-dire qu'il y a eu un développement considérable pendant toute une série d'années. Et puis, depuis quelques années, effectivement, il y a une stabilité. Mais le travail d'intérêt général est une excellente sanction. Une excellente sanction. Donc, l'idée de la contrainte pénale, c'est de ne rien supprimer en tant que tel, mais de regrouper l'ensemble au sein de la contrainte pénale
et de faire en sorte effectivement que la sanction la plus fréquemment prononcée devienne une sanction non carcérale qui ressemblerait à ce qu'on appelle l'approbation dans les pays anglo-saxons, sans référence à la prison. On a une idée de ce que ça pourrait être quand on lit votre livre, parce que Sylvie Paré, j'ai l'impression que là on est, au fond, avec la salle de classe, dans un lieu de contrainte pénale, mais quelquefois même on en vient à oublier la contrainte pénale. Ce qui m'intéresse, c'est que quand vous parlez de succès, puisque vous parlez de cas où il y a eu un succès pour l'étudiant que vous avez, au fond, à qui vous avez enseigné, ce succès, il a été content, il réussit un examen, et vous racontez qu'il s'ouvre en prison. Je trouve ça absolument extraordinaire. Vous avez l'expression « il s'ouvre en prison ». Et en même temps, vous dites, dans d'autres cas, c'est l'échec. Parce qu'il n'y a pas de possibilité de s'isoler. On retrouve ce qu'on disait tout à l'heure à propos de la prison. Il n'y a pas de possibilité de s'isoler, il ne peut pas travailler tout seul, et donc il ne réussit pas ses examens, et il se ferme. Voilà. Alors, en même temps, on avance, hein, on essaye de s'adapter aussi à cette surpopulation, à tous les problèmes qu'ils ont. Donc, on a mis maintenant, par exemple, des salles de classe qui sont à leur disposition, où ils révisent entre eux, ils n'ont plus besoin de rester en cellule pour travailler. Ils peuvent venir à l'école. Ah, ça, vous ne le dites pas dans le livre. Non, c'est nouveau, on met en place, on essaye d'avancer. Et vous avez obtenu ça de l'administration pénitentiaire? Mais oui, on est très soutenu par l'administration pénitentiaire. L'école, c'est vraiment au niveau de l'école, vraiment. L'école, c'est une vraie école. Quand on rentre, il n'y a plus de bruit, il y a des salles de classe, il y a des élèves respectueux qui hurlent pas, qui courent pas, qui oui, enfin, quelquefois, c'est pas toujours le cas. Hein. Ça, je parle des majeurs. Il faut que je distingue vraiment les deux quartiers, le quartier mineur et le quartier majeur. Chez les majeurs, ils se sont inscrits volontairement à l'école, ils rentrent à l'école, ils ont envie d'être élèves, et effectivement, beaucoup vont s'ouvrir parce qu'ils reprennent confiance en eux, parce qu'ils découvrent qu'ils ne sont pas si nuls. L'école était un cauchemar pour eux, ça devient quelque chose de beaucoup plus agréable et qui leur ouvre effectivement... J'ai calculé le chiffre que vous donnez de majeurs qui fréquentent l'école. On arrive quand même à des chiffres de 7-8% par rapport aux gens qui sont insérés. Comme vous donnez des chiffres d'insérés, je me suis fait les pourcentages. Ah, d'insérés, de réinsérer Non, pas du tout. De gens qui vont à l'école parmi ceux qui sont en prison et qui sont adultes. Ça dépend des calculs, c'est compliqué. On scolarise 160 élèves par semaine sur les 1000 détenus, mais en même temps, sur l'année, on en scolarise 400 pratiquement, avec ceux qui rentrent, qui sortent, et des modules qu'on fait plus. Ah, donc des chiffres sont beaucoup plus importants que ça, alors? Sur l'année, c'est-à-dire que je suis dans une maison d'arrêt, donc ça tourne. Ça fluctue énormément. Donc il y a, je crois, 2000 et quelques détenus sur l'année à Nanterre. C'est pour ça que j'avais calculé 160 sur 2000. Mais non, en fait c'est 400 sur 2000, donc c'est 25%. D'accord. Je crois que sur ce sujet essentiel, il y a un chiffre qui est resté relativement secret pendant bien des années, et que le garde des Sceaux précédent, Jean-Jacques Urvoas, a intégré à son dernier rapport sur la surpopulation des prisons, et qui est un chiffre effarant, hein, qui dit qu'en moyenne, dans les prisons françaises, le nombre de journées d'activité par jour est de 1 heure. En moyenne, 1 heure. Alors, avec des précisions, d'ailleurs, dans le texte, qui est un texte officiel, il y a des précisions. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par activité? En gros, c'est tout, sauf les douches et la promenade. Hein, donc, c'est activité au sens large du terme, 1 heure par jour en moyenne. Ça veut dire, en gros, hein, sans faire de l'arithmétique complexe, une grande partie des détenus n'ont rien, et les autres, en gros, ont 2 heures. Oh, plus que 2 heures, oui. Parce que non, en moyenne, oui, une moyenne de 0 pour 50%. Ceux qui n'ont rien. 50% 2 heures, ça fait 1 heure. Eh bien, quand vous posiez la question à Olivier Mignot, comment on pourrait imaginer une prison non pas idéale, parce que ça ne peut pas exister, mais respectueuse de la dignité des personnes, il y a deux ou trois conditions, hein, pas tellement plus. Première condition, c'est l'encellulement individuel. Hein. Deuxième condition, c'est effectivement une cellule qui n'est pas un lieu de vie, mais un lieu de repos et de réflexion, c'est-à-dire un lieu dont on sort le matin, avec, d'ailleurs, dans un certain nombre de textes récents, on voit apparaître ce chiffre, avec 5 heures d'activité en moyenne par jour. Hein. Eh bien, quand vous avez un schéma de cette nature, avec tout ce que ça comporte,
C'est-à-dire, évidemment, on n'est pas au Club Med, c'est-à-dire que ces personnes, si elles sont en dehors de la cellule dans la journée, il faut des espaces pour, il faut des professionnels pour, il faut des citoyens non professionnels pour effectivement rendre ces lieux possibles. Souvent, on nous dit l'enseignement individuel, c'est un problème. Le fait d'avoir plusieurs détenus dans une cellule, ça permet de lutter contre le suicide. Mais c'est effarant de dire ça. C'est effarant. La meilleure façon de lutter contre le suicide en prison, et la France est parmi les pays records dans ce qui est quand même très, très grave, eh bien, c'est avant tout de faire en sorte que les personnes ne passent pas 22, 23 heures par 24 heures en détention à plusieurs dans une cellule qui a été prévue pour un ou pour deux, et qui sortent le matin pour avoir des activités. Alors, il ne faut pas rêver, ça ne va pas être forcément des activités salariées. Monsieur Tournier, a priori, je suis d'accord avec vous, mais c'est le schéma qui est... J'ai lu à la fois votre livre et le sien. C'est le schéma. Je veux dire que quand je lis le sien, et qu'elle raconte, ça, par exemple... c'est pas dans mon livre, c'est dans un rapport officiel du garde des Sceaux, de l'ancien. J'ai lu le sien, et dans le sien, par exemple, elle raconte l'affrontement avec un détenu. À un moment, vous êtes seul avec un détenu, et je ne sais pas pourquoi, il perd son calme, et parce qu'il est très énervé. En classe... Oui, et à ce moment-là, vous appelez le gardien, il y aura 2 reprises. Vous et votre co-auteur, vous avez toutes les deux un problème d'affrontement avec un détenu. Oui, ça à un moment, vous êtes seul avec un détenu. C'est chez les mineurs. Oui. Alors à ce moment-là, vous savez ce qu'elle fait? Elle appuie sur son machin parce que c'est la sécurité. Il faudrait que ça marche, évidemment. Elle a l'impression qu'elle va être vraiment égorgée. C'est-à-dire qu'il est très menaçant, très grand, pas très grande. Donc vous avez peur. Il m'en veut énormément. Oui, à ce moment-là, un truc coup de poing. Théoriquement, vous dites qu'il y a un surveillant qui regarde par la vitre ce qui se passe. Le surveillant, bien sûr, n'est pas là à ce moment-là. Non, il est à un autre étage. Donc c'est là où ça devient dramatique. Il est à un autre étage parce qu'il y a trop de travail, etc. Merci, vous défendez le syndicat des surveillants. Bon, mais non, c'était pas pour ça que je disais ça. Non, il était en tort. Non, j'étais très bien contente. Bien sûr qu'il est en tort. Donc le surveillant n'est pas là. À ce moment-là, vous appuyez sur votre machin pour appeler quelqu'un qui vienne vous aider. Bien sûr, ça ne marche pas. Et alors donc, là, vous avez commencé à avoir très peur. Non, là, j'ai eu vraiment peur, oui, ça m'est arrivé. C'est vraiment la seule fois où j'ai eu très, très peur. Donc, le jeune arrivait vers moi et il y a un autre de mes élèves qui s'est mis entre nous deux et qui l'a regardé droit dans les yeux en lui disant « Tu vas pas la frapper, frappe-moi si tu as besoin de frapper. » Ça a calmé l'énervé, le grand énervé. Et donc, les choses se sont calmées. Calmées, c'est beaucoup dire. Moi, j'étais dans un état de stress épouvantable. Et puis, voilà, ça a permis de gagner. Votre co-auteur raconte la même histoire, hein? Ouais, il lui est arrivé exactement la même chose. Exactement la même histoire. Donc, j'ai une histoire de cette nature. Attendez, aussi, Monsieur Tournier. Avec des gens extrêmement... Eh bien, je veux que vous lui répondiez. Non, attendez, je voulais juste finir un truc sur les... Il n'y a aucune contradiction. Hein. Non. Il y a un dysfonctionnement. C'est votre dignité qui n'était pas respectée. Non, moi j'ai eu peur, là c'est vrai, je reconnais que j'ai eu très peur. J'ai eu quelques jours à m'en remettre. J'avais du mal à retourner le matin travailler. Enfin, j'avais vraiment un nœud au ventre. Puis ça passe et puis on oublie et puis l'enthousiasme revient. Mais ce que je voulais dire, c'est sur les activités. Donc ce que vous disiez sur l'activité moyenne d'1 heure, c'est vrai pour les majeurs. En revanche, les mineurs sont eux vraiment dans les 5 heures. Ils sont occupés pendant 5 heures. C'est-à-dire que l'objectif, c'est qu'ils ne restent surtout pas dans la cellule toute la journée parce que alors là, on en fait des sauvages complets, quoi. Enfin, ils sont complètement abrutis par la télé. Mais à l'inverse, dans certains Attendez, Monsieur Tournier, pardon. Une seconde. Et donc, ils ont classe, c'est une priorité pour nous, ils ont classe au moins 2 fois par jour, donc matin et après-midi, parce qu'on est aussi contraint par l'espace géographique dont parlait le précédent invité. Et ils ont des activités de sport, de lecture, enfin de plein de choses, ce qui fait qu'eux ne restent pas en prison et ils sont en cellule individuelle. Donc c'est vrai que, juste pour dire que malgré tout, on y arrive pour les mineurs et heureusement. Sinon, alors là, ce serait terrible. Monsieur Tournier, ce à quoi je voudrais que vous répondiez, c'est dans les 2 cas que j'ai cités, je les ai cités parce qu'il y a un problème de sécurité qui s'est posé. Et quand vous souhaitez qu'on applique la contrainte pénale, est-ce qu'on peut appliquer la contrainte pénale en respectant l'impératif de sécurité? De toute façon, la contrainte pénale, la question de la sécurité va se poser au niveau du choix du tribunal. Déjà, c'est important de préciser que la contrainte pénale, dès le départ, et c'est aujourd'hui évidemment le cas dans la loi, la contrainte pénale n'est faite que pour les condamnés
pour un délit. Donc il n'est pas question d'assassinat, de meurtre, d'homicide. Il n'est pas question de crime. Ça, c'est la première chose. Les deux jeunes là, qui les ont agressés, ils ne voulaient pas les assassiner, mais ils voulaient vous frapper. Oui, mais je pense que ça arrive aussi très souvent dans les collèges, hélas. C'est ces jeunes qui sont très violents, de toute façon. La contrainte pénale, au départ, la contrainte pénale, d'une certaine manière, c'est de regrouper des sanctions qui existent déjà et qui concernent effectivement des personnes que l'on considère comme pas dangereuses, puisqu'en général, lorsqu'elles passent devant le tribunal correctionnel, elles vont sortir avec une condamnation, mais elles vont sortir libres. Il n'y aura pas de mandat de dépôt, par exemple. D'accord, Monsieur Tournier, vous savez très bien que la violence dans notre société, elle se généralise de plus en plus, et que l'usage de la violence peut arriver. La preuve. Non, mais en face de ça, vous m'avez pas répondu. Comment est-ce qu'on peut articuler? Je ne comprends pas votre question. Eh ben, je voudrais que vous m'expliquiez comment on peut articuler contrainte pénale et respect de la sécurité. Donc, à partir du moment où vous voulez respecter les fondements même de notre société, c'est-à-dire le respect de la dignité de toute personne, pas uniquement votre voisin, mais même des personnes qui sont très, très éloignées de vous, en particulier les détenus. Donc, si vous partez de ce principe, respect de la dignité de la personne, eh bien, il y a des règles assez simples, en théorie, pour que ce respect de la dignité soit une réalité dans nos prisons, comme c'est le cas dans des prisons des pays nordiques. Respect de la dignité d'un détenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un certain nombre de conditions de détention qui, forcément, vont coûter cher. Le fait, par exemple, de systématiquement pouvoir faire sortir un détenu de sa cellule et organiser les activités, ça va coûter cher. Elle raconte, dans son livre, chaque fois, chaque mouvement, il y a besoin d'un gardien qui est avec les détenus, etc. Et passer d'une... C'est très lourd. C'est très lourd. Et c'est ce qui fait qu'il bouge peu, parce que c'est excessivement lourd. Passer d'une activité moyenne d'1 heure par jour à une activité moyenne de 5 heures, c'est nécessairement des coûts considérables. Donc à partir de là, si vous voulez une prison respectueuse de la dignité, si vous voulez l'organiser autrement qu'elle ne l'est aujourd'hui, bien évidemment, vous ne pouvez pas incarcérer, comme aujourd'hui, 70 000 personnes en France dans ces conditions-là. Tout simplement parce que, financièrement parlant, c'est pas possible. Donc, si vous voulez une prison respectueuse de la dignité, il faut forcément une population plus réduite. À partir de là, il faut évidemment faire des choix. On peut considérer qu'un certain nombre de personnes, par exemple, incarcérer quelqu'un qui a, disons, 20-21 ans, qui en est à sa 3e affaire de vol avec forme de violence. Est-ce que vous pensez qu'en termes d'efficacité quasiment économique, le laisser en détention, ne serait-ce que quelques mois, dans une cellule qui était prévue pour 2 et vous allez avoir 4 détenus, où il n'a rien à faire 23 heures sur 24, est-ce que vous considérez que le risque de récidive à la sortie n'est pas considérable? Bien sûr que si. Donc, à partir de là, retrouve ses copains et tout ça. À partir de là, il va falloir, disons, sélectionner ceux qui vont effectivement être condamnés à la prison de façon plus drastique. Et à partir de là, il faut bien faire quelque chose surtout que ce ne sont pas forcément des anges, entre guillemets. Bon. Eh bien, les pays sur lesquels on peut s'appuyer, dont l'expérience nous paraît assez intéressante, c'est-à-dire la Suède, la Norvège, la Finlande, voire l'Allemagne, voire d'autres pays comme la Suisse, eh bien, ils ont trouvé une autre solution qui consiste à développer bien davantage ce qu'ils appellent la probation, que je voudrais qu'on appelle la contrainte pénale, avec un mot contrainte qui signifie bien que ces personnes seront laissées libres, mais avec toute une série de possibilités de contrôle effectif. Et d'occupation et de justifier de leur vie et de... Toutes sortes de choses. Aussi. Et non pas, par exemple, un sursis avec mise à l'épreuve, pour lequel on n'a pas vraiment les moyens, effectivement, de vérifier... Vous dites dans votre livre que le sursis, c'est considéré qu'on n'a rien. Si on a une peine avec sursis, vous dites... Pour certains, ils disent « Non, mais j'ai du sursis !» Jean-Jacques pourrait nous le dire peut-être... quand ils reviennent et qu'ils disent... Peut-être mieux que nous. Vous avez pour certains jeunes, quand ils sortent du tribunal correctionnel en disant « J'ai un sursis », ils disent pas « J'ai un sursis à exécution, je dis « ça y est, j'ai rien, on fait la fête. » Et ça me paraît compréhensible. Ce qui fait que l'idée de contrainte pénale, curieusement, elle s'attaque pas directement, cette idée s'attaque pas directement à la prison, sauf qu'évidemment, on espère bien en réduire l'usage, mais s'attaque à ce sursis avec sursis à mise à l'épreuve qui n'existe pas tel quel dans les quantités d'autres pays. Quand je suis arrivée à Nanterre, donc en 2000-2001, il y avait 800 détenus. Ils sont 1100 maintenant. Donc vous imaginez 300 détenus de plus pour ces 700 places, à peu près 600 places Nanterre. Mais c'est considérable, donc on ne peut plus du tout travailler de la même façon, en fait.
Il paraît, votre livre est préfacé par Valentine Gobi, qui est un écrivain, et elle a des formules que je trouve absolument remarquables. L'école est une brèche dans l'étanchéité du monde, des mondes. L'étanchéité des mondes, donc entre le monde intérieur et le monde extérieur à la prison. Et elle dit aussi, le centre scolaire est une bulle où les rapports humains sont normaux. Oui. Alors, moi, j'aimerais faire réagir Pierre-Victor Tournier à cette question. Une bulle où les rapports humains sont normaux. Ça signifie que quand on est en dehors de cette bulle, les rapports humains ne sont pas normaux. Tout à fait. Et quand on définit un certain nombre de règles qui devraient être respectées en prison, qui portent principalement sur le respect de la dignité, c'est vouloir faire en sorte que ce que l'on connaît, moi j'ai aussi enseigné en prison, j'ai organisé un certain nombre de séminaires avec particulièrement des longues peines, voire des très longues peines, on était dans des bulles. Moi, on n'a pas le temps de vous raconter, mais c'est une des expériences qui m'a le plus marqué, où j'ai passé 3 à 4 heures dans un centre de détention, devant 15 à 20 personnes qui étaient toutes condamnées à perpétuité à de très très longues peines. Celui qui a animé le séminaire avec moi avait commis des actes gravissimes, et le sujet que le détenu qui m'avait invité avait proposé, c'était la responsabilité. La responsabilité. Et bien là, il y avait une bulle incroyable. Il y avait, je me souviendrai toujours de ces détenus qui avaient commis des choses gravissimes, qui me reçoivent en me disant « Professeur, professeur ». En France, plus personne ne vous appelle professeur. Et immédiatement, il ne m'avait même pas dit bonjour, il m'a dit « J'espère que vous nous parlerez des avancées de la science sur tel ou tel aspect ». C'est-à-dire que là, il montrait, cet homme qui avait commis des choses horribles, montrait qu'il avait, d'abord, il attendait quelque chose de l'université française, il attendait quelque chose de la science, de la culture, et il savait d'une certaine manière que sa responsabilité, elle était partielle, mais tout aussi importante. Donc en 2 mots, cet homme que certains pourraient appeler un barbare, qui avait commis des choses de barbarie, eh bien, avait d'une certaine façon mieux compris que bien d'autres l'importance de la réflexion, l'importance de la culture et de l'école. Et là, j'avais une bulle. Il faut développer cette bulle partout. Il y a quelque chose d'assez étonnant dans votre livre, c'est qu'en fait, on a l'impression que quand vous enseignez, vous ne savez pas quelle est l'histoire pénale des individus qui sont en face de vous. Et puis, au bout d'un certain temps, chaque fois que vous singularisez quelqu'un qui est en face de vous, un détenu qui est en face de vous, vous nous dites « il a commis cela et cela ». Ça signifie que vous êtes au courant de ce que chacun a commis finalement, ou bien vous vous renseignez lorsque vous avez le moindre problème avec quelqu'un? Alors, pour les mineurs, on sait ce qu'ils ont fait parce que c'est un petit quartier mineur et on travaille beaucoup avec et le juge des enfants et enfin, les éducateurs, etc., la famille, donc là on est au courant. Mais pour les majeurs, avant de diriger l'école, j'étais juste enseignante. Là, je ne savais pas ce qu'ils avaient fait et c'était pas très important. Je l'ai su une fois parce que je m'étais renseignée et de cette fois-là, je me suis dit plus jamais je veux savoir parce que c'est presque une double peine que bref, je m'étais renseignée sur un élève qui était extrêmement bien élevé, très bien, quoi. Et vraiment, je comprenais pas ce qu'il faisait là. Et puis en fait, il avait fait un crime épouvantable, donc ça avait changé. Torturer une femme. Non, c'est celui qui avait torturé une femme. Non, c'est celui qui avait tué son fils. Donc, enfin, du coup, je le voyais plus que comme ça, et les rapports que j'avais tout à fait normaux entre un prof et un élève étaient perturbés par le fait que je savais ça. Donc, je me suis dit, mais c'est une double peine que si moi je sais pourquoi ils sont là. J'arrive plus à avoir le même rapport avec eux. Ce sont des élèves, je suis professeur, c'est tout. Ça suffit. Et puis maintenant, comme je dirige l'école, je sais effectivement tout ce qu'ils ont fait. Je le transmets pas aux professeurs, je vois pas l'intérêt. Et même moi, j'oublie en fait. J'oublie. Quand j'ai mes élèves face à moi, ce sont mes élèves et j'ai besoin d'oublier. C'est un peu une parenthèse humaine, alors, cette école? Une parenthèse humaine dans une prison inhumaine? C'est un monde humain. J'ai l'impression qu'on leur rend leur humanité, en tout cas. On fait tout pour. C'est ce qu'on a essayé de transmettre dans notre livre avec Cécile. Et la bulle, c'est drôle parce que même les élèves l'appellent la bulle, l'école. Ils sont... Voilà, est-ce que je peux avoir accès à la bulle? La bulle? Oui, l'école, madame, s'il vous plaît. Je sais pas, il y a une liste d'attente, effectivement. C'est terrible de refuser l'école à des... Donc pourquoi vous avez des listes d'attente? Parce que vous n'êtes pas assez nombreux à enseigner? Mais parce qu'en fait, c'est aussi l'espace. Vous n'avez pas la possibilité de mettre beaucoup d'élèves. Vous parlez toujours de classes de 10, 12, et en plus, avec des niveaux hétérogènes. Oui. On essaye de faire chez les majeurs des classes à peu près de niveau, même si dans une classe de remise à niveau fin de collège, ça
5e à la 3e, hein, mais bon, ça, on se débrouille avec ça. Par contre, chez les mineurs, c'est totalement hétérogène. C'est-à-dire qu'il y en a, sur 5 élèves, il y en a un qui ne parle pas français, un qui passe son bac, un qui est en CAP. Enfin bon, c'est très... Oui, c'est l'intérêt de ce métier, d'ailleurs. Bon, merci à tous les deux. Alors, je voudrais rappeler que votre livre s'appelle, c'est Sylvie Paré, Cécile de Rame, L'école en prison, une porte de sortie. Alors, vous ne parlez pas beaucoup là, de la sortie, de la réintégration. Juste celui qui vient vous offrir une orchidée. Ah, c'est joli, ça c'est formidable. Qui vient vous offrir une orchidée à la sortie de la prison. Et puis, Naissance de la contrainte pénale, c'est le dernier livre que vous avez publié chez l'Harmattan, Pierre-Victor Tournier. C'est absolument passionnant parce que vous expliquez comment on pourrait sanctionner sans emprisonner. C'est d'ailleurs le sous-titre du livre. Et vous êtes un grand spécialiste de la prison et il faut recommander ce livre que vous avez publié chez Buchet-Chastel et qui s'intitule « La prison, une nécessité pour la République ». Merci. Merci à vous. Merci. Quelle vie en prison, 3e partie. Notre grand témoin est Jean-Pierre Rosenzweig. Bonsoir Jean-Pierre Rosenzweig. Vous êtes magistrat, vous êtes président, vous avez été longtemps président du tribunal pour enfants de Bobigny, plusieurs dizaines d'années. Et en même temps, j'ai géré 23 ans seulement. D'accord, 23 ans seulement. Et vous avez été au Bureau international des droits de l'enfant. Vous avez publié un très grand nombre de livres, Les enfants et la justice, chez La justice et les enfants, chez Dalloz. C'est ce petit livre. Tout petit par le format, mais très intéressant par le contenu, on va y revenir. La justice... Je succède à Mme Taubira, il y a des gens très très... Oui, et La justice et l'enfant, que vous aviez fait avec Pierre Verdier, et puis La justice et l'enfant victime d'infractions pénales. Très souvent, vous revenez sur l'ordonnance de 45. Je voudrais qu'on commence par ça, parce que l'ordonnance de 45 fait qu'on traite les enfants de façon un peu particulière. C'est-à-dire qu'il est dit, dans l'ordonnance de 45, qu'il y a la primauté de l'éducatif sur le répressif. J'essaye de la synthétiser, évidemment. Et on l'a modifié plusieurs fois depuis 1945, mais on a toujours gardé ce principe. Et je voudrais vous interroger parce que, est-ce que, compte tenu de tout ce qui a été dit dans cette émission jusqu'ici, ça ne devrait pas fonctionner, pas seulement pour les enfants, mais pour tout le monde, la priorité de l'éducatif sur le répressif? Oui, je crois que vous avez raison. Je vais vous reprendre simplement, mais sans jouer au professeur. Le fondement de la justice pénale des mineurs à la française, c'est pas 1945, c'est 1912. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en 1912, on s'est dit qu'on ne peut pas juger les enfants comme les autres. Et il faut pas les juger sur le passé, mais essayer de s'attacher à la personne pour la transformer. Et on a introduit le temps et le travail social. Ça commence à répondre à votre question. En 1945, bien sûr, on a, j'allais dire, accentué cette tendance avec une administration spécialisée, l'éducation sauvée de l'époque, avec un texte, on va y revenir, l'ordonnance du 2 février 1945, et avec des hommes, et notamment le juge pour enfants. Alors pour revenir à ce que vous disiez, je crois qu'effectivement, tout le XXe siècle, ça a été un peu, bon, c'est une caricature ce que je vais dire, bien évidemment, mais la justice des mineurs, ça a été la guerre d'Espagne pour la justice des majeurs. On a expérimenté plein de choses qu'on a ensuite traduites pour la justice pénale des majeurs, notamment la prise en compte du temps, notamment le souci de s'attacher à la personne. Qu'est-ce que c'est d'autre que le contrôle judiciaire? Qu'est-ce que c'est d'autre que le sursis avec mise à l'épreuve? À savoir, on ne vous prive pas de liberté, on va désigner un éducateur qui va vous accompagner dans une démarche d'insertion, sinon de réinsertion sociale. Alors la question est de savoir, est-ce qu'on a réuni les moyens pour y arriver? La réponse est non. Insuffisamment. Est-ce qu'on a oublié de recourir à la prison? La réponse, elle est non. Pierre-Victor Tournier le disait tout à l'heure, on recourt encore trop souvent à la prison et c'est qu'une fin en soi. Voilà. On pourrait s'attacher à savoir pourquoi. Je crois que tout simplement, c'est parce que dans notre représentation collective, dans la gamme des sanctions, la prison, c'est la vraie. C'est la vraie sanction. Je vais être caricatural, mais c'est le même débat sur la gifle ou la fessée. J'ai reçu une gifle, j'ai reçu une fessée, j'en suis pas mort. Voilà. Ben, la prison, c'est banal, c'est normal, tu as fait une connerie, tu vas en prison. Le seul problème qui est posé, c'est est-ce qu'en termes d'efficacité sociale, reste à savoir quel est l'enjeu. Est-ce que l'efficacité, c'est punir? Est-ce que l'efficacité, c'est d'empêcher la réitération? Est-ce que l'enjeu, c'est de permettre la réinsertion sociale? Est-ce qu'effectivement, au regard de ces différents enjeux, la privation de liberté est la meilleure des réponses? Et vous le disiez tout à l'heure dans l'autre partie de l'émission, et c'est le titre de votre sujet, la vie en prison. Mais est-ce qu'il y a une vie en prison? C'est quelle vie en prison? Comment, avec une vie anormale, on peut déboucher sur la normalité? C'est une contradiction. Et est-ce que c'est possible de faire autrement? Oui, et je vais répondre à une question que vous avez traitée tout à l'heure dans la première partie, la question architecturale. Il y a des prisons, notamment en Amérique latine, où il n'y a pas ce cloisonnement
qui effectivement va imposer les sas dont vous parliez, qui va imposer la présence humaine pour passer d'un endroit à un autre. On a dit que cette présence humaine, c'était aussi quelque part de la relation qui se crée, mais enfin c'est quand même une relation individuelle. Au moment où le gardien de prison ouvre une porte, le maton ouvre la porte, il repère si l'individu est en forme ou pas en forme. Il y a d'autres modes de repérage de la sociabilité ou des difficultés personnelles. L'architecture, effectivement, pourrait être autre. On peut imaginer que la prison soit une sorte de village, y compris avec des échoppes, avec des magasins, avec mais c'est comme ça en Amérique latine. Dans certaines prisons américaines. J'ai lu, ce qui concerne les prisons d'Amérique latine. Je vais vous dire, je me suis posé des questions parce que souvent on dit que dans ces cas-là, un certain nombre de durs dirigent la prison parce qu'ils sont internés et qu'un certain nombre de gens sont les esclaves de ces durs et que finalement c'est assez dur d'être en prison dans ces conditions parce que personne ne vient réglementer les rapports et que c'est le plus fort, le caïd le plus fort qui l'emporte. Vous avez raison, il n'y a pas de système parfait. De toute façon, il n'y a pas de système parfait et en plus qu'on est dans la normalité, que ce soit la prison à la française ou la prison à l'Amérique latine, on est dans un milieu anormal. Mais est-ce que vous pensez par exemple qu'en France, dans les prisons françaises, la République assure la sécurité des personnes? Vous avez tous entendu parler des viols en prison, des agressions en prison, des meurtres en prison. Est-ce que et c'est pas péjoratif dans ma bouche, est-ce que les matons arrivent à protéger comme ils devraient le faire? Donc, il n'y a pas de réponse manichéenne. La question qui est posée, c'est celle de la loi, de la justice et de la police au sein de la prison. Il y a quelques jours, il y a eu ce report. Permettez-moi de continuer par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, après j'arrête. Est-ce que c'est vous qui citiez un témoignage là. Il y a des gens qui n'ont strictement rien qui doivent être privés de liberté peut-être, mais qui ne sont pas dangereux. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des lieux d'incarcération pour personnes non dangereuses qui soient des sortes d'appartements, des sortes de lieux de vie, et effectivement d'autres qui sont dangereux pour mille et une raisons, problème de psychiatrie parfois, où là il faut plus de... Alors d'autant plus que j'ai vu il y a quelques jours ce reportage sur France 5, sur lequel je voudrais vous interroger. C'est un reportage extrêmement intéressant sur la violence en prison. Et je veux dire que ce qui m'a frappé dans ce reportage, et je voudrais vous entendre à ce propos, c'est des détenus qui parlent des conditions dans lesquelles des surveillants les ont violentés. Ils parlent de violence physique et ils parlent aussi de violence morale. Je cite l'un d'entre eux, « Je ne suis pas un citoyen, je suis quelque chose d'autre sur le côté ». Voilà ce que dit cet ex-détenu de la prison de Nancy, dont la plainte a été classée sans suite par le procureur. Et il y a des scènes d'une violence absolument inouïe qui ont été rapportées, quand ce n'est pas une succession d'humiliations. Et la contrôleuse générale des prisons, Adeline Hazan, a confirmé que le détenu sait qu'il risque des représailles s'il porte plainte. Alors je voudrais vous entendre là-dessus, parce que les matons violents, c'était La loi du silence, ça s'appelait ce film, de Laurence Deleur. Et je voudrais vous entendre là-dessus parce que j'ai l'impression que c'est une question très importante. Je n'ai pas vu le reportage dont vous parlez, je ne connais pas les faits dont vous parlez. On va raisonner en général. Oui, bien sûr. Premier élément du raisonnement, c'est malheureusement pas d'aujourd'hui. En vous écoutant, j'ai en tête des épisodes à Fleury-Mérogis et ailleurs où on peut parler, j'allais dire, non pas d'assassinat, parce qu'il y avait la préméditation, mais où il y a des meurtres qui ont été commis en prison, des violences, des agressions, j'en passe et des meilleurs. Des agressions entre détenus? Non, avec des auxquels ont participé des surveillants. Des passages à tabac, pour dire les choses très simplement, des passages à tabac auxquels dont ont été partie prenante un certain nombre de matons. Et régulièrement... Mais là, c'était horrible, les témoignages qu'on avait. Horrible. Je ne peux pas porter un jugement. Je ne reviens pas sur les détails. Je ne peux pas porter un jugement sur ce que vous voulez dire, parce que je n'ai pas les éléments. Mais ce que je veux dire, je ne vais pas me défausser, j'essaie de raisonner par rapport à votre question. Des faits de cette nature ont existé et de longue date, ont été dénoncés et de longue date, ont été mis en exergue, ont été condamnés, quand ils ont pu être condamnés, c'est avec le problème de la preuve, et le problème aussi, tout simplement, la preuve par la parole qui va être libérée ou pas libérée, les pressions, les chantages, etc. C'est une réalité. Classée sans suite. Mais certains de ces incidents sont classés sans suite. J'entends bien, mais on pourrait faire une analogie. Moi, j'aime toujours par analogie. Vous savez que je me suis beaucoup battu pour libérer la parole en matière de violences sexuelles, etc., commises sur des enfants, puisque je suis spécialiste du droit de l'enfance. Et malgré tout ce qu'on a fait, même si on a réussi à libérer souvent la parole, eh bien, on n'a pas toujours réussi à la libérer. Et quand la parole a été libérée, on n'a pas toujours réussi à faire obtenir justice à celui qui avait été réellement la victime. Et on a dû souvent lui dire « Je suis intimement convaincu que tu as été victime et que l'autre est un prédateur, mais je n'ai pas la preuve qui permet la condamnation, dit le procureur, le juge d'instruction ou le président de la cour d'assises. » Donc tout ça, je vais dire, on l'a vécu s'agissant des enfants victimes.
c'est tout aussi valable en matière de violence supportée par des personnes dans des lieux de contention, qu'il s'agisse de la prison, qu'il s'agisse de l'hôpital psychiatrique ou qu'il s'agisse des foyers de l'enfance, comme ça a pu être le cas dans le passé, dans des bons pasteurs et autres institutions. Et je ne peux pas dire les choses droit, il ne s'agit pas de nier que ça puisse exister. La question, c'est quel mécanisme précautions on peut mettre en place pour éviter que ça puisse se produire. Quand ça se produit, parce que malheureusement, malgré tous les efforts qu'on peut développer, il y aura toujours des passages à l'acte. Comment on peut les connaître, comment on peut les réprimer sur le plan pénal, sur le plan civil, sur le plan disciplinaire et sur le plan moral, et faire rendre justice à celui qui a été victime. Bien entendu, la meilleure manière de faire, c'est de faire en sorte que la République protège réellement ceux qu'elle met en prison parce qu'ils sont censés être dangereux contre la République. C'est-à-dire comment je peux te demander de respecter la loi si moi, République, je la viole en ne te protégeant pas. C'est ça le problème qui est posé. Donc on a encore une marge de progression. Et sûrement une des marges de progression, c'est recourir moins à la prison, pas de prison surchargée, un meilleur rapport aux détenus qui est un citoyen parce qu'une des choses importantes que vous avez dites, c'est pas seulement les violences physiques, c'est les violences morales, le fait d'être déconsidéré, mal considéré, c'est des violations de l'intimité. Pour parler très très crûment, on le sait tous, un water dans une cellule où il y a 3 ou 6 personnes sans séparation, enfin c'est pas conforme à l'idée qu'on se fait de la dignité de la personne. Et on pourrait prendre 1001 autres exemples de cette nature. Donc le moins qu'on puisse dire, et ça rejoint la question initiale que vous avez posée, pourquoi on en est là? Parce que la société et la classe politique et l'expression de la classe de notre classe sociale, notre pays n'a pas pris conscience, effectivement, de ce que les prisons françaises n'étaient pas à la hauteur de la démocratie que la France revendique d'être, c'est tout. Et on donne des leçons à plein de gens, alors qu'on devrait pas. J'ai lu sous votre plume qu'en fait, on pourrait penser que l'exécution d'une peine de prison pourrait se faire en liberté, c'est-à-dire qu'on ne pourrait ne pas enfermer ceux qui ont moins de 2 ans de condamnation. S'ils sont condamnés à moins de 2 ans de prison, on pourrait ne pas les enfermer. C'est pas un souhait, c'est la loi de la République. D'ores et déjà, la loi permet de le faire. La question qui est posée, c'est est-ce qu'on le fait? Alors il y a 2 questions qui sont posées. La première, c'est est-ce qu'on le fait suffisamment et à bon escient? Et est-ce qu'on a surtout les moyens? Parce que si on incarcère par quelqu'un, mais si on ne l'accompagne pas dans son insertion, et si il se retrouve en situation de réitérer, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets, je veux dire, on va se donner bonne conscience, mais on ne tape pas le premier jour, mais on va taper le 2e ou le 3e jour. Donc le résultat concret, c'est qu'on tapera, et en plus on ne se sera pas protégé. Alors ça, c'est un problème qui est posé, c'est réunir les moyens pour mettre en œuvre cette mesure qui est une bonne mesure. Bon. Mais il y a un deuxième problème qui est posé, notamment qui est posé par le président de la République, M. Macron, c'est dans son programme. Hein. Il dit que toutes les peines de moins de 2 ans doivent être exécutées. Bon. Niant le fait qu'un certain nombre de professionnels, de magistrats, de personnels pénitentiaires, de psychologues, de psychiatres, de sociologues pensent qu'il y a peut-être une autre stratégie. Le but, c'est pas d'incarcérer, le but, c'est de protéger la société. Et est-ce qu'en ayant condamné quelqu'un en lui disant « écoute, on peut te faire aller en prison, mais il y a peut-être une autre stratégie, on va la négocier, on va réunir aussi les conditions pour que ça réussisse », est-ce que c'est pas une bonne chose? Le gouvernement qui est en place, apparemment, a une autre stratégie, qui est une stratégie, entre guillemets, réactionnaire, puisqu'elle veut revenir sur quelque chose qui était plutôt une avancée. Parce que le cœur du débat que vous avez eu tout à l'heure était de dire, est-ce que la prison est de la meilleure efficacité au regard des objectifs politiques qui est de réduire l'insécurité? C'est ça la question que vous posiez. Alors, c'est ce qu'on appelle la prévention de la réitération, pas de la récidive, mais de la réitération. Puis il y a un autre enjeu dans le même temps qu'il faut tenir. Il faut tenir en même temps, qui est de prévenir le premier passage à l'acte. Parce que si j'évite à ceux qui sont dangereux d'être aussi dangereux, mais si je permets que d'autres qui ne l'étaient pas le deviennent, je n'aurai pas géré le problème de sécurité. Il faut tenir les deux en même temps. Prévenir la prévention de la récidive, la prévention de la récidive, et deuxièmement, prévenir le premier passage à l'acte. Donc sur le premier sujet, effectivement, la question qui est posée, et ça rejoint la question sur les mineurs, est-ce qu'effectivement on ne peut pas avoir d'autres réactions que la privation de liberté? Est-ce que de la justice des mineurs, qui quelque part est l'accompagnement de la personne, la prise en compte de la personne, l'accompagnement de la personne, crée d'autres conditions de vie aux gens pour qu'ils trouvent leur place, pas la place idéale? Les gamins de mon cabinet, ils n'ont jamais fait Polytechnique, mais est-ce que pour être heureux, il faut avoir fait Polytechnique? Il faut faire en sorte que je sois bien avec moi-même, bien avec les autres, c'est ça l'enjeu. Eh bien, dans la justice pénale des mineurs, dont je rappelle au passage, c'est pas moi qui le dis, c'est M. Le Sueur, dont je ne partage pas d'autres options politiques, donc c'est intéressant, il dit qu'à 86,7% des cas, un jeune qui est issu par un juge et par un éducateur n'est pas délinquant à sa majorité. Est-ce que c'est un mauvais exemple? Voilà. Alors comment pourrait-on faire la même chose pour les adultes? À la fois, alors, il faut tout concilier.
Il faut concilier les problèmes de sécurité. Il y a des gens qui sont dangereux dans l'instant présent. Si vous laissez les choses telles qu'elles étaient, il y aura eu un premier passage à l'acte, il y aura un deuxième et un troisième. Donc à un moment donné, il faut éliminer les gens du circuit. Est-ce que l'élimination du circuit doit être une élimination définitive? Non. Il a vocation à retrouver sa place dans la société. Mais si c'est pour, là encore, en sortant de prison, être plus dangereux que quand il est rentré, on aura échoué. Donc il faut un accompagnement. Est-ce qu'on a réuni les moyens de l'accompagnement? Quand le même éducateur de probation doit suivre 80 situations, à qui fera-t-on croire qu'une personne peut suivre 80 situations? De la même manière, à qui fera-t-on croire qu'un éducateur de la PJ peut suivre 25 situations? Donc il faut que nous réunissions les moyens pour mettre en œuvre les démarches éducatives. Mais si on fait la somme, et on est sur votre sujet, si chaque éducateur a à suivre qu'une dizaine, une quinzaine de situations, est-ce que tout compte fait, ça sera pas quand même moins cher que de construire des prisons et pas plus efficaces? C'est ça la question qui est posée. Et la réponse est oui. Christine Venner. Oui. Mais c'est un problème culturel, c'est pas un problème technique. Ça devient très compliqué. Alors, mais la vie est compliquée. Oui, c'est bien plus facile de priver quelqu'un de liberté. Mais justement, je vais y venir parce que ma question va dans ce sens. J'entends bien la problématique de la réinsertion qui est tout à fait nécessaire. Et le fait que la prison n'est pas une solution satisfaisante dans 80% des cas et qu'il y a des solutions alternatives. Mais dès lors, qu'est-ce qui va signifier la frontière entre le bien et le mal dans une société qui est complètement sécularisée? C'est la condamnation. C'est la condamnation. Non, mais la condamnation à une peine qui n'est pas exécutée. Vous mélangez deux choses. Perdez-moi, je vais très vite. Non, parce que... Si, vous mélangez deux choses. Si vous me dites, vous êtes condamné, condamnation et sanction. Mais vous n'allez pas exécuter votre peine. Laissez-moi vous expliquer. Condamnation, ça veut dire que vous avez commis quelque chose qui est, au regard du droit pénal, illégal. Vous savez qu'il y a plusieurs systèmes normatifs. Il y a la morale, il y a la religion, il y a et le droit. Il y a le droit, mais attendez, dans le droit, il y a le droit pénal, avoir violé un interdit qui est sanctionné par une peine. Il y a le droit civil, avoir causé un dommage. Et puis il y a aussi le droit disciplinaire, c'est-à-dire pas avoir respecté les règles au sein de la famille ou au sein de l'entreprise. Donc il y a différents régimes normatifs. La condamnation, elle vient dire quoi? Elle vient dire quand le gosse est engueulé par ses parents, quand le gosse est engueulé par son maître, ou quand le gosse est engueulé par le juge. Vous voyez, volontairement, je prends la même terminologie. Ça veut dire que tu as fait quelque chose qui était interdit, tu as été pris par la patrouille, et je dis que ce que tu as fait est peut-être justifié pour telle ou telle raison, mais tu n'avais pas à le faire. C'est ce qu'on appelle une condamnation. C'est autre chose, attendez, c'est autre chose que la sanction. Il y a différents modes de sanction. On est en train de parler ici du mode de sanction prioritaire qui est la prison. Mais il y a d'autres modes de sanction, le bracelet électronique, la prise en charge dans un foyer, l'accompagnement par un éducateur. Il y a d'autres modes de sanction. Donc je peux très bien dire à quelqu'un, tu as été condamné, tu es coupable pour ce que tu as fait, mais j'ai fait le choix dans la réaction, plutôt que de t'imposer la prison, je t'impose le fait de ne pas fréquenter tel lieu ou de ne pas fréquenter telle personne. Vous voyez, c'est deux registres différents. Et ça, on peut le faire. J'ajoute, et vous ne le savez peut-être pas, sur un tout petit point, c'est qu'en France, on peut être retenu coupable, vous allez comprendre mon raisonnement à partir de ce moment-là, on peut être retenu coupable de fait à partir de 7-8 ans. À 7-8 ans, un enfant peut être tenu pour étant coupable. On va y venir. Oui, non, ça il est incarcéré seulement à 13 ans. 13 ans, oui, on va y venir. Vous voyez, deux choses. Culpabilité. Monsieur Rosenzweig, écoutez sa question. Non, mais je reviens sur mon sujet. Si, dans une famille, si un enfant n'est pas sage à table et on lui dit ça n'est pas bien, une fois, deux fois, la troisième, on le met au coin. Enfin, je veux dire, la condamnation n'a de valeur que si elle a un aspect concret et dans la tête des gens. Et vous croyez que le bracelet électronique, c'est pas vécu comme quelque chose de concret par celui qui le porte? Par celui qui le porte peut-être, mais par ceux qui ont subi le délit ou le crime. C'est autre chose. Quelqu'un qui conduit en état d'ivresse et qui tue un gamin et qui sort avec... Voilà. Personne ne va parler de bracelet électronique quand il y a mort d'une personne. Hein, c'est comme, vous me faites penser à M. Le Canuet qui disait « je suis contre la peine de mort sauf pour les faits graves ». Ah oui, on ne parle pas d'autre chose. Donc, bracelet électronique, c'est pour les délits, comme disait Pierre-Henri Tournier. En revanche, pour d'autres faits qui sont gravissimes, notamment la mort, effectivement, le recours à la prison est important. Je vous donne un contre-exemple, ou un exemple que j'ai vécu. Un gosse qui a tué son frère, accidentellement. L'affaire est très simple. D'ordinaire, madame est souvent, en dépression nerveuse, elle va souvent être hospitalisée. Quand elle est hospitalisée, il faut que son fils aille au foyer. Et lui, il vit très mal le fait d'aller au foyer. Le frère aîné essaye de convaincre le frère cadet d'accepter une nouvelle fois d'aller au foyer. Ils se bagarrent, ils sont dans la chambre du frère aîné. Ne dit pas que le frère aîné collectionnait des armes à feu, ne dit pas qu'il y a une arme à feu, ne dit pas qu'il y en avait une qui était chargée. Et le coup part et le frère aîné meurt. Bon. Le cadet a tué l'aîné
involontairement. Et il a été condamné, pour reprendre ce que dit Pierre-Henri Tournier, à 3 mois de prison avec sursis. Le gamin, il devenait fou parce qu'il savait qu'il avait commis une faute. Il avait de bonnes raisons de ne pas vouloir aller au foyer. Mais de là à vouloir tuer son frère, il n'a pas voulu tuer. Et pourtant, il l'a tué, son frère. Il méritait d'être puni. Mais il n'a jamais vu venir la punition. Si on avait trouvé le moyen de le dire, ce que tu as fait est une faute, involontaire, mais c'est une faute. Ça ne mérite pas la prison, mais ça mérite quelque chose. Il aurait fallu trouver un travail d'intérêt général, par exemple, une mesure de réparation. Je suis d'accord avec vous, il faut trouver la réaction qui est à la hauteur de la condamnation. Mais la réaction n'est pas systématiquement la prison. Y compris pour la victime. Regardez, la victime d'une infraction sexuelle, une jeune victime, elle ne demande pas que celui qui l'a incestué ou qui l'a abusé soit systématiquement incarcéré. La chose qu'elle demande, c'est un jugement symbolique où il soit dit que c'est elle la victime et que c'est lui le prédateur. Tous les enfants qui ont été victimes de mauvais traitements ne demandent pas une sanction. Prenez une histoire célèbre, l'affaire Polanski, si vous le voulez. Jean-Pierre Rosenzweig, si vous permettez, peut-être on peut revenir. Je ne revenir. dis pas ce que Polanski a fait. Attendez, on peut revenir à la question. Condamné. On peut revenir à cette question de l'enfermement, parce que moi je comprends bien que dans certains cas, on peut éventuellement ne pas pratiquer l'enfermement. Mais la question qui se pose est la suivante. C'est que vous-même, vous êtes juge pour enfants, et donc il vous est arrivé, j'imagine, puisque vous dites qu'il peut y avoir des enfants de 6-7 ans qui comparaissent, mais c'est à partir de 13 ans, l'enfermement. À partir de 13 ans, donc on peut être enfermé. Il y a eu des débats dans les années qui viennent de s'écouler. Dans une prison, hein. Oui, dans une prison. Depuis 13 ans, il y a eu des débats, notamment sur les centres fermés. Les centres fermés pour adolescents. Moi, j'aimerais que vous entendre là-dessus. Est-ce que c'est un résultat positif qu'on peut tirer de ces centres fermés, ou bien, comme vous l'avez écrit, ces centres fermés posent un problème, et j'ai cru comprendre à vous lire, j'ai lu plusieurs articles signés par vous, que vous souhaitiez que, pour ces enfants, la réussite, ce serait de ne pas fermer ces centres, parce que des centres ouverts prouvent qu'il y a quelque chose qui se passe qui est positif, et vous dites, quand le centre est ouvert, finalement, les enfants ne s'en vont pas. Tandis que si le centre est fermé, ils font tout ce qu'ils peuvent pour éventuellement fuir. Est-ce que j'ai bien compris? Ah oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs questions dans votre question, je vais essayer d'y répondre en les hiérarchisant. Je pense que quand un jeune mérite d'aller en prison, détention provisoire ou sanction sur condamnation, il doit y aller. On ne peut pas dire à la fois « c'est gravissime ce que tu as fait », et je rejoins... Oui. Non, mais je suis cohérent, hein, en matière criminelle notamment, on ne peut pas dire à la fois « c'est grave » et que les jeunes ne ressentent pas par la réaction, la gravité, parce que sinon ils disent c'est incohérent. Le procureur qui passe son temps à se lever et qui demande en disant c'est grave, c'est grave, c'est grave ce que vous avez fait, combien de fois j'ai vu ça, et qui demande une peine de prison avec sursis. Le gamin il comprend rien. Bon. Donc je fais partie des magistrats qui osent dire que dans certains cas, il ne faut pas hésiter à punir quelqu'un à la hauteur de la représentation qui se fait de ce qu'est la punition. C'est un service à lui rendre. Sauf que l'incarcération n'est pas une fin en soi, c'est qu'un moyen au service d'une prise en charge. On retombe sur la question que vous posiez tout à l'heure sur la justice pénale des mineurs, où on ne juge pas à l'acte, on essaye de transformer la personne. Deuxièmement, la question se pose à un moment donné, quand quelqu'un n'est pas incarcéré, doit-il pour autant rentrer chez lui? Le centre éducatif fermé, ce n'est pas une alternative à la prison, c'est une alternative au retour à la maison. C'est pas la même chose. Il y a des gosses qui ne peuvent pas rentrer chez eux parce que si vous les remettez dans la même situation, ils vont reproduire les mêmes choses. Il y a quelqu'un qui trafique la drogue. S'il est arrêté le soir, si le lendemain il passe dans le bureau du juge et si le soir il est remis en liberté, le lendemain il va être repris par le quartier et il va réitérer son comportement. Donc il faut parfois éloigner les jeunes. Il n'y a pas toujours une solution familiale. Il y a souvent une solution familiale. Il n'y a pas toujours une solution. Tout ça vaut pour les adultes, hein, si on répond à la question de tout à l'heure. Maintenant, il y a des cas dans lesquels il n'y a pas de solution familiale. Il faut aller dans une solution collective parce qu'aussi il y a des problèmes. Le gamin, il est en déshérence, il est mal traité dans tous les sens du terme. Alors, il faut effectivement un certain nombre de structures. Bon. On s'est battu pendant des années pour faire tomber les hauts murs des structures. Dans la dernière période historique, on a retrouvé les hauts murs. Ce n'est pas une avancée, c'est plutôt une régression. Donc on s'est battu contre cette régression. La question maintenant est de savoir, est-ce que c'est une régression nécessaire? Est-ce que la nature des publics qui sont là ne justifie pas qu'on les prive provisoirement de la liberté d'aller et venir dans un lieu qui n'est pas carcéral, qui est un foyer, plutôt que de les retrouver à la rue à faire des conneries sur conneries. D'abord parce qu'il y aura moins de victimes, et puis peut-être aussi qu'on évitera qu'ils s'enferment dans un cercle qui est un cercle vicieux. Donc à la limite, on peut tolérer une contrainte, je vais reprendre volontairement le discours de Pierre-Henri Tournier, Père Victor, pardon, on peut imposer une contrainte pour protéger la liberté, si vous le voulez. Alors maintenant, la question définitive qui est posée, c'est est-ce qu'effectivement, on peut éduquer quelqu'un dans un lieu clos? Et moi, je prétends qu'il n'y a pas d'éducation dans un lieu qui est un lieu artificiel. On peut apprendre 1515 Marignan.
Mais on ne peut pas apprendre la citoyenneté et la vie. On peut apprendre dans ce lieu-là, je peux vous apprendre à monter sur un vélo, je ne vais pas vous apprendre la circulation. Donc tout le monde sait qu'un lieu qui est privatif de liberté, c'est un lieu artificiel. Ce n'est pas un lieu de vie au sens classique du terme. Donc, moins de gosses en prison si possible, moins de gosses dans des lieux prétendument éducatifs mais fermés. Au passage, je vais volontairement être polémique, les centres éducatifs fermés, ça me rappelle le faux passeport de M. Pasqua. Hein, c'est pas un lieu, c'est pas une prison, nous dit-on, disait M. Perben, puisqu'il n'y a pas de maton, ça ne dépend pas de la pénitentiaire. Mais c'est un lieu dont on peut... Il n'y a pas de barreau, mais c'est un lieu dont on n'a pas le droit de sortir. Alors, en d'autres termes, moi je prétends qu'un lieu éducatif, c'est un lieu dont on peut sortir. Un gosse a le droit de fuguer d'un lieu éducatif et l'éducateur va le rechercher une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Le gosse va finir par dire « Mais pourquoi tu me cours après ?» L'autre, il va répondre « Je te cours après parce que moi, il y a l'ordre d'un juge, j'obéis au juge. Tu devrais faire la même chose et obéir au juge. Et deuxièmement, parce que tu m'intéresses, pour ne pas dire je t'aime un peu et j'ai envie de m'occuper de toi. » Pour la première fois de la vie, sa vie, le gosse va entendre quelqu'un qui dit « J'ai envie de m'occuper de toi ». Et il va revenir, et il va rester dans le foyer, pas parce que le foyer est fermé, mais parce qu'il a compris qu'il y avait un projet pour lui et qu'on s'occupait de lui. C'est ça l'éducation. Et c'est possible dans un foyer fermé ? Non, dans un foyer fermé ? Dans un foyer fermé, c'est pas la même chose, puisque par définition, on va s'appuyer sur la contention, j'allais dire, de la clé ou de l'électronique pour garder quelqu'un. C'est pas parce que tu restes. Hier, je discutais avec des éducateurs qui, à l'époque, avaient des lieux clos. Et ils les ouvraient volontairement. Les gamins étaient sidérés. Ils disaient, pourquoi tu ouvres tu me provoques à la fugue, je vais partir. Mais non, si tu restes, c'est que tu as envie de rester. Et si tu as envie de rester, c'est que tu crois en nous. Et comme nous, on croit en toi, on va pouvoir faire quelque chose. C'est ça la relation éducative. L'éducation, c'est pas une... Alors comment cette idée simple, attendez un instant, oui. Comment cette idée simple n'est pas finalement partagée par tout le monde ? Et notamment par les politiques. Laquelle idée simple ? Cette idée simple, il ne faut pas enfermer pour éduquer. Parce qu'on est bourré de contradictions et qu'on n'a pas su percer les abcès et appeler un chat un chat. Le bourgeois de gauche comme de droite est contre la privation de liberté contre les enfants parce que ça le choque. Et qu'il se gauze de gauche comme de droite au discours de Villepin au Conseil de sécurité. Alors il n'est pas pour la prison, mais pour la privation de liberté. Je ne sais pas si vous comprenez, parce qu'on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout, on n'a pas réussi, c'est notre faute, hein. Je prétends que ce sont ceux qui sont censés savoir et connaître, n'ont pas su convaincre les politiques. Mais on n'a pas réussi à leur montrer que l'on pouvait mieux protéger la société en recourant moins à la privation de liberté. On n'a pas su les en convaincre. Mais on a une marge de progression, on peut continuer. Il y a quand même une différence importante entre les enfants et les adultes, puisque vous vous êtes battu contre le fait qu'on change la majorité pénale, et vous vous êtes battu en disant que... J'ai simplement dit que ce n'était pas possible légalement. Oui, mais justement, il y a eu des projets politiques pour changer cette majorité légale, pour dire que la majorité pénale devait être à 16 ans, par exemple. Oui, c'était une volonté de Sarkozy, vous vous en souvenez. Oui, sauf que nous lui disions... J'allais dire amicalement. Nous lui disions qu'il y avait quand même deux petits... Vous êtes ami avec Sarkozy ? Non, je me dis que j'étais ami avec M. Sarkozy. La question n'est pas là. Je disais simplement que nous avons fait des appels de phare pour lui dire qu'il y avait 2 petits problèmes juridiques. Comme il était un peu avocat sur les bords, il avait oublié qu'il était avocat. Notamment lorsque il proposait la rétroactivité des lois pénales. C'est quand même le comble pour un avocat. Mais peu importe. Donc vous voyez, je ne suis pas ami. Donc, nous disions à M. Sarkozy, vous avez 2 obstacles majeurs par rapport à ce que vous souhaiteriez faire, abaisser la majorité de 18 à 16 ans. La première, c'est la Convention internationale sur l'enfant. Nous avons signé, nous avons des engagements et nous ne pouvons pas faire de beaux discours à l'ONU et violer la Convention internationale en France. En plus, la France est un repère pour beaucoup de pays du monde. Et puis la deuxième raison, c'est le Conseil constitutionnel qui a décidé, je ne sais pas pourquoi, mais ça me rend service pour une fois, que la loi de 1906 qui fixe à 18 ans la majorité pénale était un des grands principes constitutionnels. Donc M. Sarkozy avait très peu de chance avec M. Debré qui présidait le Conseil constitutionnel pour qu'on revienne sur cette jurisprudence. Alors ce qu'a fait M. Sarkozy, il a maintenu la façade et il a évidé l'arrière de la façade pour les 16-18, c'est-à-dire qu'il a essayé de donner un statut aux 16-18 ans qui était le plus proche possible du statut des adultes. De 2012 à 2017, le gouvernement en place a essayé de réintroduire les étages et les appartements que M. Sarkozy avait démolis, c'est-à-dire qu'on a supprimé les peines planchées, on a redonné la possibilité aux juges d'adapter la décision en fonction de la personne, etc., etc. Des avantages d'un gouvernement de gauche à l'époque, en tout cas pour ce qui est de la liberté en prison.
Voilà, Oui, merci Monsieur Rosenzweig. Alors, je voudrais, juste pour terminer, signaler votre livre, le dernier livre, La justice et les enfants, donc, publié chez Dalloz, et puis vous dire que la semaine prochaine, j'espère que vous retrouverez Tambour battant. Merci.